C'est l'exemple d'une hanche chez un enfant de 18 mois, une découverte tardive. Donc, vous voyez sur ces images, donc, vous voyez la réduction avec le début de la traction, la validation au moment du premier plâtre et le résultat après, la réduction et la correction de la dysplasie résiduelle. Alors, pour évidemment faire cette technique, il faut du matériel, du temps, du personnel. C'est une technique qui est très demandeuse. Et vous voyez ici que lorsqu'on a mis la hanche en face du cotyle, on peut à ce moment-là relâcher les poids, plâtrer l'enfant avec quelquefois une tête qui est un petit peu loin, et puis la tête pénètre progressivement en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur du cotyle. Et la radiographie après un mois de plâtre est assez belle. Quand on a fait ce que nous faisons le plus régulièrement, 2 fois 2 mois de plâtre, on peut corriger éventuellement une dysplasie résiduelle. Et cette opération a donné des résultats qui sont excellents. Ici, ça c'est un résultat de Berg avec un recul de 40 ans. Et à la fin, je vous parlerai juste un tout petit peu de la comparaison des résultats au grand recul entre les réductions chirurgicales et les traitements orthopédiques. Alors, cette réduction chirurgicale, chez nous, première indication, c'est l'échec du traitement orthopédique. Donc, impossibilité de réduire la hanche, je dois dire principalement quand même par la technique de la traction, parce que pour ma part, le harnais de Pavlik qui n'est pas utilisé pour réduire une hanche, donc c'est principalement de la technique de Somerville. Et si nous avons un échec de ce traitement orthopédique, on s'oriente vers la réduction chirurgicale. Il y a probablement des raisons pour que ça n'ait pas marché. Et puis, les découvertes tardives, qui ne sont pas si rares encore de nos jours, malgré un dépistage qui a été très bien développé, mais qui repose principalement sur des examens à la maternité, puis sur la surveillance, et probablement on n'est pas encore optimal dans ce domaine. Alors, quand une hanche est luxée, ou quand 2 hanches sont luxées, pourquoi faut-il continuer à faire une réduction, à s'acharner pour les réduire et donc proposer une réduction chirurgicale? Là, la question pourrait se poser de ne pas le faire. Alors, ce qui est clair, c'est que il y a longtemps, cette opération qui n'était pas faite aboutissait à des hanches qui se localisaient dans un néocotyle, qui donnait une fonction qui était assez bonne. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde et en France où des hanches comme celle-là existaient, et arrivé à un certain moment, quand les hanches étaient douloureuses et que les prothèses sont arrivées, elles étaient opérées. Alors donc si on décide de faire une opération, il faut avoir un bilan qui n'est pas très, très compliqué à faire, mais qui est assez important, en dehors évidemment d'un examen clinique qui a éliminé toute cause neurologique en particulier, ou d'une pathologie tissulaire particulière. Donc, il faut faire une imagerie avec une radio. Il ne faut pas oublier de faire cette radiographie en abduction et en rotation interne, ou au moins en rotation interne, qui montre, je pense, dans la grande majorité des cas, que ce que l'on prend pour une coxa-valga au départ est simplement une antéversion qui est très importante. Et quand on déroule le col, on voit qu'il n'y a pas de coxa-valga. Et ça nous donne déjà un certain nombre d'indications sur la façon dont la chirurgie pourra se faire. L'arthrographie est intéressante quand on est au cours du traitement orthopédique par la traction et éventuellement le traitement par plâtre pour comprendre. Et en général, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de tissu au fond du cotyle, qu'on a un abus inversé. Et maintenant, je dois dire que l'imagerie par scanner en 3 dimensions peut avoir un intérêt pour l'étude de l'anatomie du cotyle. Alors, la préparation, il y a des collègues qui ont étudié ça, en particulier Schoenecker, pour comparer sur la prévention des complications, et on peut dire aussi pour nous la préparation à l'opération, l'utilisation d'une traction continue de quelques jours pour tirer un petit peu sur les muscles, pour préparer l'enfant.
elle est probablement discutable et certainement à mettre en balance avec l'ostéotomie fémorale, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui a effectivement beaucoup d'intérêt pour justement faciliter cette opération. Le principe de l'opération, c'est lever les obstacles si on veut pouvoir réduire. Donc on va voir en détail quels sont ces obstacles, et en commençant par des obstacles anatomiques qui sont présents, et quand une hanche est poussée, le tendon du psoas vient barrer la route à la tête et rend la réduction un petit peu difficile, en particulier sur on tracte dans l'axe. La hanche étant fléchie, on a détendu le psoas, et c'est probablement un peu plus facile, mais ce n'est pas forcément la position dans laquelle on souhaite réduire la hanche chez un enfant marchand. C'est notre ami Négip Khoury qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait notamment un travail anatomique formidable avec une recherche pour voir dans quelle mesure et dans quelle position les muscles étaient gênés. Évidemment, la rétraction des adducteurs gêne également, et ça va également dans le sens de l'étirement des muscles ou du raccourcissement du squelette de la cuisse. Les obstacles intra-articulaires, il y a d'abord un ligament rond qui est distendu, qui devient volumineux et qui va s'opposer à la réduction de la tête. Il y a un imbus qui est très souvent inversé et qui va se plaquer contre le croissant cartilagineux, empêchant la réduction de la tête. Il y a un tissu qui se met au niveau de l'arrière-fond, on va appeler le tissu de l'arrière-fond, et il y a le ligament transverse qui, très souvent, va resserrer la partie inférieure du cotyle et empêcher cette réduction. Donc tous ces obstacles, il faudra pouvoir les lever. Alors vous voyez sur ces coupes qui viennent du livre de Ponseti, sur l'image de gauche, on voit très bien l'imbus qui est parfaitement inversé, l'arrière-fond où il y a un tout petit peu de tissu qui correspond au tissu synovial qu'on découvre habituellement. Et vous voyez de l'autre côté, sur un cotyle de luxation de hanche, ce limbus qui est complètement retourné et le tissu de l'arrière-fond qui est épais et qui empêche l'introduction de la tête. Il y a un obstacle anatomique par rapport aux complications qu'on craint dans une réduction de hanche, c'est la vascularisation de l'épiphyse par cette artère circonflexe postérieure qui vient de l'artère ischiotique et qu'il va falloir ménager. Les vaisseaux risquent d'être coincés lorsqu'on va réduire et porter la hanche dans des positions un peu extrêmes, comme ici, sur ce schéma, on montre que les vaisseaux peuvent être coincés lorsqu'on porte la hanche en abduction entre le psoas et les adducteurs. Alors après avoir vu ces différents obstacles, par quelle voie d'abord peut-on réduire une hanche? Alors, en fonction de l'âge, il y a plusieurs voies d'abord qui sont possibles. Je ne vais pas détailler là toutes les voies d'abord. Je vais vous parler principalement de la voie la plus, je pense, la plus communément utilisée, qui est la voie antérieure de Smith-Petersen, pour laquelle sur la peau on fait très souvent une incision en bikini pour être un peu plus esthétique. Et le principe, c'est d'abord de la fosse iliaque externe et puis la section du muscle droit antérieur, et ainsi on aborde la capsule qu'il faut soigneusement disséquer pour avoir sa partie supérieure, sa partie antérieure et inférieure le plus loin possible, parce qu'on va avoir besoin d'avoir les bons repères anatomiques à cet endroit-là, et en arrière également, parce qu'il va falloir l'ouvrir vers l'arrière pour faire le grand lambeau qui va être avancé. Donc la capsulotomie se fait en arbalète, comme on a l'habitude de dire. Là, il y a un détail, à mon avis, technique qui est important, c'est de faire bien attention, c'est pour ça qu'il faut bien l'avoir exposé, d'être le plus proche possible du cotyle pour ne pas se trouver latéralisé, parce que c'est là qu'on a des risques vasculaires importants. Une fois que l'articulation est ouverte, on va pouvoir retirer les éléments qui empêchent la réduction et préparer le nid de la tête
à l'endroit où on va la réduire. Pour bien exposer le cotyle, il faut impérativement et avant toute chose avoir mis un écarteur contre-coudé dans le obturateur. C'est comme dans beaucoup de ce qu'on fait dans la chirurgie de la hanche, c'est le repère osseux absolument indispensable. Et quand ce repère osseux, comme on le voit sur l'image de droite, est bien vu, en général, il est assez constant dans sa forme, il est très régulier. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu comme des chutes, comme des chutes d'eau. Et c'est un endroit extrêmement important, parce que ça va nous permettre de repérer nos deux cordes, ça va nous permettre de retirer le ligament rond, et ça va nous permettre aussi de retirer le ligament transverse, ce qui va permettre à la tête de venir se placer. Donc ça, c'est pour moi un point technique important, et quelquefois, il est, à mon avis, un petit peu négligé. Une fois qu'on a fait ce temps, qu'on va appeler vraiment c'est le temps de capacité de réduction de la hanche dans le cotyle, il va falloir réussir à faire rentrer la tête et la stabiliser. Et là, il faut corriger les défauts architecturaux au niveau du fémur, probablement, et au niveau de l'acétabulum. Alors, il y a de façon, à mon avis, presque constante, une antéversion fémorale qui est importante. Alors là, c'est un scanner sur une hanche qui avait été opérée, qui est refusée. On ne peut pas dire que ce soit très parlant, mais vous voyez en plus du côté droit, qui est le côté normal, on voit très bien que l'antéversion est très importante. Donc, je pense que cette antéversion, si on la corrige, ça facilite de beaucoup la réduction de la hanche en la laissant dans une position presque anatomique. Et puis, il y a la dysplasie acétabulaire qui est aussi quasi constante, soit parce que la tête n'a pas habité le cotyle et que l'acétabulum n'a pas agrandi, soit parce que la tête a écrasé le cotyle dans des traitements qui ont été faits auparavant et qui n'ont pas réussi, et donc la dysplasie est importante. Alors, sur le fémur, ça va, je pense, c'est un point de discussion, mais moi, vu l'âge auquel on opère ces enfants, je pense que corriger l'antéversion par une dérotation, c'est presque toujours nécessaire, et raccourcir pour faciliter la réduction, diminuer l'hyperpression sur la tête, c'est une sécurité qui ne coûte, à vrai dire, pas très cher, parce que c'est très simple à faire, et on peut dire qu'il n'y a pas de morbidité et pas d'inconvénient sur l'ostéotomie de dérotation, de raccourcissement du fémur. Donc, moi je pense que c'est assez bien à faire, et en lisant un peu la littérature, Wenger, dans ce travail-là, disait que à partir de 18 mois, 2 ans, c'est l'ostéotomie de dérotation systématiquement. Les temps acétabulaires, c'est une ostéotomie du bassin solitaire ou triple ostéotomie chez les plus grands, et les acétabuloplasties sont très bien, très utiles, très simples à faire dans les réductions chez les plus petits. Alors, je place ici la capsulographie parce que je vous fais l'opération dans son déroulé dans cet ordre-là. Et il faut préparer la capsulographie avant de faire la correction de l'acétabulum, sinon vous ne pouvez plus passer vos points pour correctement faire cette capsulographie. Donc il faut avoir passé les points sur la partie de la capsule qui est attenante à l'os encore, et sur le lambeau qu'on va avancer après. Et ainsi pouvoir les décaler, les mettre exactement à la place où on veut les mettre. Alors on peut faire une ostéotomie inominate sur terre, on peut faire une acétabuloplastie de Pemberton. Pour moi, c'est l'opération que je préfère, parce que, comme on le voit sur ce schéma, en fait, ça a un effet de couverture latérale et antérieure, un peu comme le fait l'ostéotomie de terre. Mais derrière, on n'a pas besoin d'interrompre la colonne postérieure. Ça simplifie beaucoup les choses. Il suffit de prendre le fragment d'os qu'on a retiré pour déroter et pour raccourcir le fémur, et on a ici une couverture qui est de bonne qualité. Ici, vous avez un exemple avec la réduction, avec l'ostéotomie de dérotation qui est faite. Le raccourcissement, comment on mesure le raccourcissement? On met la tête à l'intérieur du fémur, on met la partie proximale du fémur dans l'axe, on réduit
la cuisse dessus et on voit de combien il faut raccourcir pour qu'il n'y ait pas de tension trop importante. Le Pemberton, je pense que c'est une bonne opération. Alors, cette opération, elle a été bien écrite aussi pour les plus grands, et Cuisic avait publié il y a bien longtemps sur ce qu'on a appelé la reconstruction de la hanche, avec la réduction de l'articulation, l'osteotomie fémorale et l'osteotomie du bassin, qui ici est un solitaire et qui pouvait être une triple-osteotomie. Alors, très important, j'insiste là-dessus, l'ordre des gestes opératoires, il y a une chose très importante, c'est que il faut que quand on a fait la réduction chirurgicale, l'osteotomie de dérogation, qu'on a fait l'osteotomie, la correction du bassin, il faut que quand on met la tête à l'intérieur de l'acétabulum, sans avoir fermé la capsule, il faut que la hanche soit stable, le membre inférieur étant dans la position de référence. Si on est obligé de faire des acrobaties pour tenir la tête à cet endroit-là, voire des acrobaties mécaniques, comme j'ai vu parfois avec des broches pour tenir, il est assez probable que ultérieurement, la hanche se repousse. Et donc, je crois que ça, c'est aussi un point très important de cette intervention. Alors, vous voyez ici, ça c'est pris dans le travail que Négine Coury avait fait avec M. Lebar à Trousseau. Vous avez fait une série qui n'a malheureusement pas énormément de recul, parce que beaucoup de patients venaient de l'étranger, et vous voyez ici avec un recul de 2 ans, une réduction chez une petite fille de 7 ans. Alors, les suites, quand on opère des petits-enfants tout petits, et je vous parlerai de la réduction simple sans geste osseux chez les tout petits très vite tout à l'heure, et nous, ce qui nous concerne là vraiment, ce sont ce que j'appelle les plus grands, c'est-à-dire au-delà de 18 mois, 2 ans. C'est un plâtre pendant 5 semaines, et ensuite, on a l'habitude de les hospitaliser pendant 1 semaine pour retirer le plâtre, faire une radio et les laisser en traction pour qu'ils commencent à se mobiliser. C'est très important, c'est une opération articulaire, il faut récupérer la mobilité rapidement, il faut que cette mobilité elle vienne assez rapidement toute seule. Voilà, ça c'est un exemple d'un enfant que j'ai vu qui avait été plâtré pendant 3 mois après son opération, puis a eu des attelles de petits qui, à mon avis, n'ont pas d'utilité autant qu'elles en ont dans la réduction non chirurgicale. Il avait une mobilité qui était très mauvaise, et c'est très mauvais parce qu'après, c'est souffrance de la hanche, souffrance de l'épiphyse fémorale, c'est pas bien du tout. Alors, la stratégie, elle dépend de seconde intention, première intention, et les facteurs de décision et d'indication, elles vont dépendre des conditions sanitaires du pays, de l'évolution de l'économie de la santé, et je pense personnellement que nous allons progressivement diminuer nos indications de traitement orthopédique et probablement augmenter dans les cas qui sont certainement moins fréquents que dans certains pays, et peut-être le vôtre, que le nombre de luxations de hanche va continuer à exister. Alors avant 1 an, je vous disais tout à l'heure, ça c'est une habitude qu'on avait dans le service, qu'on ne fait plus, c'était il y a, je pense, avant 15 ans avant, où on faisait des réductions simples quand on avait des échecs de traitement, de traction aux zénith, quand on mettait les enfants très vite en traction. Et là, on a fait des réductions par voie antérieure jusqu'à l'âge de 12 mois, où là, on faisait simplement la réduction, de la hanche, et on laissait ensuite l'effet croissance de la mécanique de la tête à l'intérieur de l'acétabulum corriger la dysplasie. Donc quand la dysplasie primitive était très importante, ça ne se corrigeait pas, c'est à peu près 50% des malades qui ont été opérés, qui ont nécessité une correction après. Donc ça veut dire que pour 50%, comme pour cet enfant-là qui a 17 ans, c'était les 2 sœurs avaient les 2 hanches luxées, et elle, quand on l'a mis en traction, on a échoué sur les 2 côtés, et donc là j'avais décidé de faire une réduction très précoce, et elle a un résultat qui était bon à 17 ans, maintenant elle a plus de recul, mais elle va tenir. Alors, il y a une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire que ici, par exemple, on avait une hanche qui était
bilatérale, une luxation qui était bilatérale, traitée par un pavlik qui avait échoué d'un côté. Alors là, on a continué le traitement du côté gauche, et puis on a fait une réduction par voie antérieure à l'âge de 10 mois. Et là, vous voyez, elle a gardé une dysplasie résiduelle, probablement parce que c'était un échec de Pavlik, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la tête écrase le haut du côté, c'est pas bon. Et on l'a corrigé, et avec un recul de 30 ans, elle est comme ça, avec une hanche qui n'est pas parfaite, l'interligne n'est pas parfait, mais enfin, c'est un résultat qu'on peut considérer comme très honnête. Alors, entre 18 mois et 4 ans, c'est là certainement qu'il y a le plus d'enfants. Ici, c'est un échec de coussin rigide qui n'est pas recommandé d'utiliser. Georges-Philippe Deuil, ce matin, a fait une magnifique conférence sur justement l'importance de la prise en compte de ces rétractions et des asymétries qui existent au niveau des hanches. Là, on est dans le cas extrême où la hanche est usée. Et on a attendu que l'enfant acquiert la marche, et à l'âge de 2 ans et demi, on l'a opéré, on a fait une réduction chirurgicale, et là, ça c'est le résultat à 3 ans, qui est maintenant un peu plus grand, et le résultat anatomique est bon, et le résultat fonctionnel était très bon. Vous voyez ici la mobilité avec une abduction qui est un tout petit peu diminuée, une rotation interne qui est un tout petit peu diminuée. Les têtes sont toujours un petit peu plus grosses, et forcément, il y a une mobilité qui est un peu moins bonne. Après 4 ans, là, toutes les indications discutent. Là, je vous montre le cas d'un garçon de 8 ans pour lequel on a opté pour ça parce qu'il n'avait jamais été traité et qu'il était vraiment gêné. Donc on a fait les deux côtés à 2 mois d'intervalle, on a fait le même programme avec la reconstruction, je vous ai avec un recul de 25 ans. Et il a aujourd'hui un bon périmètre de marche, il a une station de boucle pénible, et il a une mobilité de hanche qui reste bonne. Il a évidemment des hanches qui sont un peu remodelées, mais je pense qu'ils vont encore lui servir longtemps, et il sera dans de bonnes conditions pour avoir un remplacement si c'est nécessaire. Alors, je vais parler un petit peu des complications, parce que là, je vous ai montré que des résultats qui sont formidables. Ces opérations, ils ont des complications. La raideur, je vous ai parlé, en vous montrant ce dossier. Les troubles de croissance, parce que là, par exemple, sur ce dossier, au moment de l'acétabuloplastie, quand on a mis le greffon ici, je pense qu'on a fait une acétabuloplastie trop basse, on a abîmé les zones de croissance ici, et on a une dysplasie à gauche avec un côté qui ne grandit pas, alors que du côté droit, on voit qu'avec la même opération, on a un résultat qui est bien meilleur, et ça, je pense que c'est une mauvaise, pas un mauvais trait d'acétabuloplastie. La récidive, évidemment, c'est possible. Alors là, je vais vous montrer des dossiers où j'espère pouvoir démontrer que l'ostéotomie fémorale est utile. Dans le cas présent, et j'en ai vu malheureusement un certain nombre, là on a eu une opération avec simplement une opération sur le bassin, dont je ne crois pas qu'elle a été très efficace, et pas d'opération sur le fémur, et une récidive. Alors les récidives, quand elles sont sur des hanches qui ont été opérées une fois, je pense que c'est tout à fait licite de refaire une opération, et là c'est ce qu'on a fait, et on l'a repris, et à 2 ans, on a refait la même opération, et à 2 ans, le résultat a été bon, et il est toujours bon. À 3 ans, il est bien, il a une très bonne mobilité. Là, encore un exemple de récidive sur une hanche qui n'était pas très haute, qui a été réduite avec une opération sur le bassin qui, à mon avis, enfin, je n'ai pas vu le compte-rendu, mais qui m'avait l'air insuffisante. Et la hanche à 6 mois a été poussée, et on l'a reprise par une réduction itérative qui a donné ce résultat. Et là, je vous montre un dernier exemple d'une, je pense, mauvaise réalisation. Là, c'est vraiment par les techniques. C'est une fille de 2 ans qui avait une luxation découverte tard et qui a une opération avec l'ordre des... Là, j'ai vu le compte rendu. Ostéotomie de salter pour commencer, ostéotomie fémorale pour continuer, et à la fin, on a ouvert la capsule pour remettre la tête dans le bassin.
et le résultat est celui-là. Donc ça ne pouvait pas bien marcher. Donc à 1 an, elle était comme ça, et on l'a reprise pour la réduire. Et là, on a fait une réduction chirurgicale qui a un résultat qui est certainement moins bon que si ça s'était fait du premier coup, et ça a pas mal marché. La nécrose, bah, c'est la complication redoutée, c'est une cause de trouble fonctionnel qui est importante. Elle peut être due soit à une chirurgie, je vous en ai montré des exemples, je vais vous en montrer, l'hyperpression et la composition qu'on met dans les immobilisations.